L'invité de ce Smart Impact, c'est Olivier Van Stock. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le directeur associé et fondateur d'Agile Buyer, auteur de 2 ouvrages sur les achats qui ont été publiés chez Erol. Et puis il y a cette étude chaque année que vous sortez, je crois que c'est la 16e édition, sur les tendances et priorités des départements achats pour 2025. On va beaucoup parler RSE, impact environnemental, mais c'est quoi la leçon principale de cette étude pour commencer? Effectivement, c'est la 16e édition de l'étude sur les tendances achats 2025, faite par Agile Buyer et le CNA. Alors, il y a plusieurs enseignements. Les directions achats ont 3 piliers. La RSE, on va en parler. Ouais. Il y a la gestion des risques. On est dans un environnement qui bouge de plus en plus, d'une façon géopolitique. Les normes, tout bouge. On est dans un monde qui change tout le temps. Le changement, c'est tout le temps. Et d'une année sur l'autre, sur les 16 ans, on a vu que ça a bougé systématiquement. Et le dernier point, c'est justement la réduction des prix, la réduction des coûts. Ouais. Ça reste très fort. En plus de ça, cette année, on a vu un sujet sur les cartels. Alors les cartels, c'est quoi? Ouais. C'est les ententes illicites. Qu'est-ce qu'on appelle une entente illicite? C'est quand les fournisseurs se mettent d'accord ensemble sur les prix de vente. Et on a commencé à regarder ça il y a 1 an. On voyait que ça se chiffrait en dizaines de millions d'euros. Et l'année dernière, les condamnations se sont chiffrées en centaines de millions d'euros. Je vous prends un cas sur le béton préfabriqué. Ouais. Il y a eu une condamnation à 176 millions d'euros de 11 acteurs qui se sont mis d'accord depuis des années sur le béton préfabriqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les bâtiments ont été victimes de ça. Les entreprises, les particuliers ont été victimes de prix anormalement élevés. S'il reste une autre tendance, avant de rentrer dans le sujet qui nous intéresse, c'est les risques auxquels font face les entreprises. Les risques de défaillance de fournisseurs, c'est ça? C'est exactement ce point-là, le risque de défaillance pour 2 raisons, la défaillance financière et les problèmes de cyberattaque. Juste pour comprendre le sujet, le risque de défaillance, c'est quand on a un fournisseur qui est critique. Un fournisseur critique, c'est un fournisseur sans lequel on ne peut pas travailler. Ouais. Si jamais il ne vous fournit pas, vous ne travaillez plus. Je vous prends un exemple relativement récent. Il a manqué des puces. Et donc, parce qu'il a manqué des puces, il y a des usines automobiles qui se sont arrêtées pendant des semaines. Eh bien ça pourrait exister encore et de nouveau avoir un effet boule de neige. On est à un moment de l'année, de l'histoire même, où depuis 15 ans, il n'y a jamais eu autant de défaillances d'entreprises. Si parmi ces défaillances, il y a un fournisseur critique, c'est un gros risque pour votre entreprise. Et sur les cyberattaques, c'est pas nouveau, mais ça fait partie des risques identifiés pour l'année 2025. C'est pas nouveau, mais quand on regarde le nombre de cyberattaques en 2024 par rapport à 2023, ça a explosé. Et le problème, c'est que vous pouvez avoir un fournisseur en bonne santé, tout va bien, tout se passe bien, sauf que du jour au lendemain, il arrête de vous livrer. Et là, c'est un vrai sujet, si c'est un fournisseur critique. Alors, direction des achats et impact environnemental, c'est totalement lié. Donc, c'est forcément, quand on publie une étude comme la vôtre, un enjeu important, année après année? C'est un enjeu fondamental. Alors, effectivement, comme on est là depuis 16 ans, on a regardé le sujet depuis 8 ans. Et pour être très très clair, même si le window dressing existe depuis longtemps, nous on a vu un changement des directions achats réelles depuis 3 ans. Avant on disait, c'est vrai ou pas vrai, mais là depuis 3 ans il y a un changement. Juste pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que les fournisseurs sont essentiels dans l'impact environnemental, la RSE en général? C'est très simple. Dans une entreprise qui fait 100 de chiffre d'affaires, en général il y a 30 de main-d'œuvre, mais il y a 60 qui vient des fournisseurs. Donc, ce qu'on fait en interne a moins d'impact que ce que font les fournisseurs. Si on veut travailler sur la RSE, il faut travailler avec les fournisseurs. D'ailleurs, le scope 3 est beaucoup plus fort que les autres scopes. C'est-à-dire que, clairement, les fournisseurs sont beaucoup plus contributeurs d'une façon positive ou négative. C'est pour ça que c'est une des questions que je pose le plus souvent à mes invités, c'est qu'est-ce que vous faites sur le scope 3 ? On est bien d'accord que c'est un levier majeur. Et donc ce critère, alors il y a plein de critères évidemment, mais si on prend le plus simple, qui est peut-être le critère CO2, il est de plus en plus intégré par les directions, les départements achats ? Alors, effectivement, c'est le bon point, c'est que quand on travaille sur la RSE dans l'entreprise, avec ses fournisseurs, c'est le critère décarbonation qui vient en tête, le critère CO2. On a grosso modo 3/4 des entreprises qui l'ont mis comme priorité de travailler sur le sujet. Et donc, il y a des plans d'action qui se font, il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait de 2 façons. D'une part, avec les fournisseurs existants. On a des fournisseurs existants et qu'on travaille. Comment est-ce qu'on s'améliore par rapport à ça? Et d'autre part, avec les fournisseurs qui vont être les nouveaux fournisseurs.
On voit qu'une façon efficace de mieux travailler sur la décarbonation, c'est de mettre des critères dans les appels d'offres. On met des critères dans les appels d'offres et donc on va naturellement choisir des fournisseurs qui sont plus aptes dans ce domaine. Oui. Sauf s'ils sont plus chers. Il y a un facteur de coût aussi. Si la RSE coûte plus cher, comment les départements achats font avec cette contradiction pas seulement apparente, parfois très très réelle? Tout à fait réel. Ouais. Thomas Hugues, vous mettez le doigt sur le sujet. Ça s'appelle les injonctions contradictoires. Ouais. Eh bien, effectivement, il y a une volonté forte de réduire les coûts, il y a une volonté forte d'améliorer l'impact carbone, mais il y a de temps en temps des injonctions contradictoires. Donc, il y a des arbitrages qui se font. Les arbitrages se font dans un sens ou dans l'autre, suivant l'envie. S'il fallait faire un parallèle, c'est un petit peu comme la ménagère qui va faire les courses au supermarché. Eh bien, il y a des endroits où elle va prendre le moins cher, il y a des endroits où elle va prendre le produit le plus sain, le plus bon pour la planète. Ça, moi, tout le monde l'a vécu quand on va dans un grand magasin. Eh bien, les entreprises, elles ont le même fonctionnement. C'est la réalité à laquelle on fait face. Et effectivement, comme on est dans une situation où la croissance n'est plus là, la question c'est qu'est-ce qui va se passer demain. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est de continuer sur cette voie. Oui, mais alors ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure sur l'une des tendances de l'année 2025, c'est le risque de défaillance d'entreprise. C'est ça. On y est déjà et on y sera sans doute encore plus. Donc le mot d'ordre, c'est peut-être un peu plus d'assurer la survie de son entreprise et pas de se coller je ne dis pas qu'il faut le faire, mais des surcoûts liés à la RSE. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça ne va pas générer des arbitrages en défaveur finalement de ces enjeux environnementaux? Ça peut, mais pas uniquement. Ouais. Parce que, vous le savez, de temps en temps, avoir un produit qui est plus sain, plus bio, plus biodégradable, c'est un argument de vente. Bien sûr. D'accord ? Donc, en fait, comme c'est un bon argument de vente, ça peut être une façon de développer le business. Si vous êtes en avant par rapport aux autres dans ce domaine-là, eh ben, vous gagnerez du business plus que les autres. Donc, en fait, ça peut être un coût tout à fait rentable dans de nombreuses situations. Pas partout, mais tout à fait rentable dans de nombreuses situations. 2025, c'est évidemment l'année de la montée en puissance de la CSRD, la directive européenne sur le bilan extra-financier. Quelles conséquences pour les départements achats? C'est un accélérateur de prise de décision, notamment sur ces enjeux RSE? Alors, effectivement, c'est ce que j'appellerais un bon prétexte. Il y a des prétextes qu'il faut avoir, et donc, à partir du moment où il y a ces contraintes-là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Donc, à partir du moment où il n'y a plus le choix, il faut y aller. Donc, ça peut être un bon prétexte, effectivement, pour passer la barrière du coût, dans certains cas, mais c'est aussi un sacré travail. C'est un sacré travail. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est-à-dire que ça augmente, on va dire, la partie administrative. Ça augmente la façon de tout écrire. Ça augmente... Voilà. Donc, il y a un coût aussi à la CSRD qu'il ne faut pas se cacher. Mais donc, alors, est-ce que justement c'est aussi un prétexte utilisé par certains fournisseurs pour augmenter les prix? C'est exactement ça, c'est une des conclusions de l'étude, et on n'avait jamais vu ça avant. En fait, c'est effectivement un prétexte pour augmenter les prix. Des fournisseurs vont dire, on est beaucoup plus vert, on est beaucoup plus RSE, mais on coûte plus cher. Le problème, c'est que c'est difficile d'une façon rationnelle de dire combien coûte la RSE. Autant si vous avez un stylo, si jamais le prix du plastique augmente, eh bien vous pourrez dire il y a tant de grammes de plastique, donc le prix du stylo doit augmenter de tant. Ok. Maintenant, on ne peut pas faire la même chose avec la RSE. Si toute l'entreprise a eu des nouvelles démarches plus vertueuses, combien ça coûte? Et donc, c'est la faille qui est utilisée par certains fournisseurs en disant ça coûte plus cher parce que donc peut-être que ça leur coûte, le prix était là, ça leur coûte ça, et il est probable qu'ils vous mettent des prix ici. Bon, évidemment, les directions achats regardent ça de près, mais... On parle énormément de la CSRD dans cette émission, peut-être un peu moins d'une autre réglementation européenne sur la déforestation importée. Là aussi, j'imagine que pour les départements achats... Dans l'étude, et surtout, ça concerne une partie, plutôt ceux qui seront dans le produit que qui sont dans le service. Là, on n'a pas de réponse dans l'étude cette année. Oui, mais on sait parce que, alors ça a été retardé d'1 an, la mise en œuvre de cette directive, mais elle a forcément des conséquences puisque on sera interdit sur le marché européen de vendre des produits qui provoquent de la déforestation à l'autre bout de la planète. Donc on peut imaginer ce que ça veut dire. Il nous reste un peu moins d'une minute. Vous l'avez évoqué, on est dans une période de fin de l'inflation, donc ça c'est ressenti, on n'est pas sur les enjeux RSE, mais ça va être une des tendances majeures de l'année? Effectivement, on est sur un début de déflation. Avant, on était sur une inflation qui était de 3%, puis 2%, maintenant on est aux alentours de 1%. Ça veut dire qu'il y a des produits
où l'inflation est négative. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, les directions achats font leur boulot. Pour renégocier. Pour renégocier. On va se le dire, avant le Covid, les prix étaient là. Même chose, les prix ont augmenté. Bon, on va revenir à un prix plus normal. C'est normal, c'est sain, et ils font un boulot utile en entreprise dans cette période un peu compliquée. Merci beaucoup et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre Zoom tout de suite, le mécénat d'entreprise.